Radio Gazelle, donc retour à notre émission Confluence, présentée par Radio Gazelle, et je continue cette émission. Et je viens à l'instant donc recevoir mon invité Jean-Jacques Ménilot, directeur général, consultant senior, administrateur indépendant en organisation industrielle, commerciale et financière. Et sa spécialité, c'est restructurer les entreprises. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes sur Radio Gazelle en direct. Et là, vous venez avec une nouveauté, c'est votre parti politique Passionnément. Oui. La France passionnément. La France passionnément. Voilà, c'est un joli titre. Merci, je crois effectivement que c'est un joli titre. La France passionnément, c'est un parapluie, si vous me permettez ce terme. Ouais. Le but de l'opération, c'est de regrouper des gens, des mouvements, des bonnes volontés qui seront dans le même sens que nous, évidemment, on va le détailler. Absolument. Et qui auraient besoin d'avoir un porte-voix, une organisation, de la méthode, etc. Voilà ce que c'est que la France. Mais on parle beaucoup politique en ce moment, parce que bientôt les régionales, donc je reçois beaucoup de représentants. Oui. Hier, c'était Christophe Castaner, donc du PS, une tête de liste pour les régionales. Oui. Il y a un sondage qui vient d'apparaître il n'y a pas longtemps également, et que les gens en ont marre un peu de la politique. Qu'est-ce que aujourd'hui, vous venez encore rajouter une couche, puisque il s'agit d'une création d'un nouveau parti politique. Oui, mais c'est pas la même couche. Vous dites vous-même qu'ils en ont assez de la politique. Ils le disent, je cite. Non, voilà. Vous avez tout à fait raison. Oui. Et ils ont raison. Oui. Mais ils n'ont pas marre de la politique. Ils en ont assez des politiques qui sont conduites depuis des années. D'accord. C'est de ça dont ils ont assez. Ouais. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'être le porte-voix de ces gens-là. C'est de dire, il y en a marre. Ouais. Donc, on va essayer d'imposer aux politiques. Vous savez, mon but personnel, c'est pas du tout les présidentielles. J'ai pas envie d'être président de la République. J'ai pas la pointure qu'il faut. J'ai pas l'internationalisation qu'il faut. Ouais. Mais je souhaite conduire des gens qui veulent modifier le mode de fonctionnement actuel de la politique. Parce que là, il y en a marre. Mais vous avez vécu de la politique, puisque vous étiez conseiller de Raymond Barre pendant des années, ou dans son cabinet privé, je crois. Là, vous me ramenez à... Avant de parler de votre parti politique. Oui, c'est vrai. C'est ancien, mais en tout cas, vous avez l'expérience politique. Oui, écoutez, ça a été une période extraordinaire, parce que Raymond Barre était un homme fabuleux. J'ai été effectivement conseiller de Raymond Barre pour tout ce qui était agriculture, pêche, etc. C'était mon métier, ma spécialisation à l'époque. Et la période de préparation des élections présidentielles de 88, ça a été fabuleux, absolument fabuleux. Mais les gens y croyaient encore à la politique, en tout cas aux hommes qui portaient ce fardeau de la politique. Oui, vous savez, il y a un problème. Vous me pardonnez de faire le parallèle, et je vais peut-être le faire un peu souvent dans notre discussion, de faire le parallèle entre mon métier de redressement d'entreprise et la situation de la France, c'est ce qu'il faut faire en France aujourd'hui. En fait, l'idée, elle est venue de ça. L'idée de créer un parti, elle est venue de ça. Parce que quand vous avez une entreprise qui est en difficulté, on ne peut pas utiliser n'importe quelle méthode pour pouvoir la redresser. Regardez Air France aujourd'hui. C'est un peu la panique. La France, telle qu'elle est aujourd'hui, le général de Gaulle, on l'aimait ou on l'aimait pas, mais c'était le patron. C'était un grand homme. Oui, vous partez justement de ce constat. Il donnait une ligne. Raymond Barre, dans son genre, moins médiatique que le général de Gaulle, c'était un leader, c'est un homme qui donnait un azimut, qui donnait un axe. On n'en a plus. Il n'y a plus d'hommes. Justement, vous faites ce constat et vous dites qu'il n'y a plus d'hommes à partir du général de Gaulle, généralement qui a redressé la France, qui est venu au secours de la France. Et pour vous citer, quand même, pour la France passionnément, le bonheur et la grandeur d'un pays dépendent de la volonté de son peuple et de la capacité de ses dirigeants à lui donner ce cap et à s'y tenir. Alors, vous citez à la fois les dirigeants et le peuple, mais on a commencé tout à l'heure en disant que les citoyens aujourd'hui, ils en ont marre de la politique. Parce que ils en ont marre pourquoi ? Parce que ils en ont marre des promesses, au fait. Il y a des gens qui font remarquablement leur travail. Mais d'après eux, on voit les hommes politiques pendant les élections et après ils disparaissent ou bien sûr, beaucoup d'engagement, une fois qu'ils sont élus, ils prennent un autre cap.
Vous savez, la difficulté d'être un homme politique, je ne me considère pas comme un homme politique. Non, vous êtes un technocrate, j'allais dire un technocrate. Non, pas du tout. Pas du tout ça, non plus. Cher monsieur, vous allez me vexer si vous me dites que je suis un technocrate. Non, je suis un homme opérationnel, un technicien de terrain, un patron de terrain. D'accord. Hein, pas du tout de technocratie. Très bien. Autour de moi. Très bien. Si vous n'avez pas un patron, je vais vous raconter une histoire très vite. J'avais un groupe que j'ai créé, ici à Marseille d'ailleurs, en 1967. Il y a longtemps, vous n'étiez même pas en projet à cette époque-là. Je l'ai créé à Vitrolles, sur la zone industrielle de Vitrolles. Il y avait 2 bâtiments, les rotatifs du Figaro et nous. Le reste, c'était les escargots et les lapins qui nous regardaient. Il n'y avait rien sur la zone de Vitrolles. J'ai créé une entreprise qui est devenue leader européen dans son domaine. Ensuite, je l'ai déplacé à Marseille. J'avais 250 employés. J'étais obligé d'avoir un management très dur parce que j'avais des gens, des manœuvres simples, des gens il fallait les diriger fortement. En 83, l'usine, la partie usine et production, je l'ai vendue. Et là, j'ai gardé toute la partie consulting, que je continue d'ailleurs. Vous continuez, ça, oui. J'ai embauché des ingénieurs. Et j'ai dit, alors là, on va changer de management. On va faire beaucoup plus cool. C'est des ingénieurs. C'est pas des manœuvres balais. Ce sont des gens responsables, etc., etc. Et j'ai adopté un management très soft. J'ai failli déposer mon bilan. Vous savez pourquoi ? Parce que ce soit un ingénieur, que ce soit un manœuvre, que ce soit un employé ou un technicien, il a besoin d'un patron fort qui donne la ligne. Il fait pas le boulot, il donne la ligne, un patron fort. Un homme charismatique. Charismatique, il y en a plus selon vous. Mitterrand, il n'était pas quelqu'un de charismatique ? C'est complètement autre chose. C'est un fin politique. C'est un fin politique, Mitterrand. Très fort, remarquable. Mais il n'a pas réussi à emmener la totalité de la France derrière lui. Il n'a pas réussi. Aujourd'hui, on est dans une période difficile. Très difficile. Économiquement, socialement, sociologiquement, il y a beaucoup de problèmes. Mais non, attendez. On entend tout le temps des déclinologues, moi je les appelle comme ça, qui passent leur temps à dire « Ah, la France, c'est fichu, c'est terminé, la France, c'est un drame, on n'est pas bon, etc. etc. » C'est vrai qu'on a pas mal de points qui sont difficiles. Mais c'est pas vrai. Ce qui n'est pas bon chez nous, c'est 5 ou 10% de ce qui se passe en France. Tout le reste, le socle, tout ça c'est solide. Les hommes, la philosophie, les sciences, l'éducation, tout ça, nous sommes très forts. Même le commerce, on est très mauvais, on n'est plus capable de vendre correctement à l'export, mais vous faire un certain nombre de choses. Que la France a décliné. Vous le dites dans votre présentation. La France a décliné, mais c'est vous êtes sixième force économique, c'est déjà pas mal. Cher monsieur, on mérite mieux que ça. Oui, mais bien sûr, si on peut faire mieux. Oui. Mais attendez, ça veut dire à la décliner. Il y a un premier ministre gentil, très bisounours, qui nous a dit la France est au bord du dépôt de bilan. Non, monsieur, elle n'est pas au bord du dépôt de bilan. Non, elle n'est pas au bord du dépôt de bilan. Elle a besoin d'un coup de pied aux fesses, pardonnez-moi le terme, pour pouvoir redémarrer. Et pour pouvoir redémarrer, il faut un leader. Regardez mon histoire de tout à l'heure. J'ai failli déposer mon bilan parce que j'étais plus le leader charismatique. Je faisais roulement à billes et coussin d'air. Eh bien, vous avez parlé des déclinologues et vous avez fait un constat, et d'où cette initiative. Ce constat par rapport aux citoyens, par rapport à ceux qui votent et ceux qui ne votent pas. Et aujourd'hui, il y a plus de gens qui ne votent pas que ceux qui votent, en tout cas. Beaucoup d'abstention et ça se développe. À partir de ce constat-là, donc vous avez eu cette idée géniale de dire je vais créer ce parti politique passionnément. La France passionnément. Et vous dites, c'est un parti politique, il n'y a pas d'idéologie, puisque vous ne situez ni de droite, ni à gauche. Vous êtes où ? Écoutez, on est en France, avec toutes les valeurs de la France. Non, mais on est en France avec toutes les valeurs de la France. Je ne veux pas me positionner par rapport à quelque chose. Il y a à droite des idées excellentes, j'ose le dire. Par exemple. Il y a
on va pas faire le détail. Oui, c'est vrai. Il y a à gauche, ça aboutit à l'économie, des idées remarquables. Mais personne n'a réussi. Attendez. Mais pourquoi? Parce qu'on prend pas le problème par le bon bout. Nous avons des socialistes aujourd'hui, je leur en veux beaucoup, j'aime beaucoup certaines de leurs idées, mais l'applicatif, ils l'ont pas. Ce sont des gens qui passent leur temps à dire, il faut qu'on partage, il faut que tout le monde puisse profiter du gâteau, etc. C'est pas qu'on partage, il parle de redistribution. Mais ils veulent redistribuer de quoi? Ils savent pas fabriquer le gâteau, pourquoi vous voulez le partager? Et comment vous faites pour le partager? Dites-moi, c'est pas possible. Il y a un certain nombre de décisions très précises qu'il faut prendre en France. Il faut dire, ça va pas. On tape un grand coup. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font nos politiques? Depuis des années, droite, gauche confondus. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup devant, une pirouette en arrière, etc., etc. Et on ne fait pas les vraies modifications, les vrais changements indispensables. Alors arrêtons ça. Quand il y a le feu dans une maison, les pompiers arrivent. Vous négociez pas avec les pompiers. Vous attendez qu'ils aient balancé la flotte pour éteindre le feu, et après on en parle. Et ben là, on fait exactement le contraire dans la politique. On sait qu'il y a quelques incendies, pas tout. Il y a quelques incendies, quelque chose de grave. On prend pas les décisions. Pourquoi? Parce que on a des électeurs. Alors on dit, ah là là, si je dis ça, les électeurs ils vont plus voter pour moi, donc je vais perdre mon boulot. Et on en revient à quelque chose que nous, la France passionnément, nous n'acceptons plus, des politiques professionnels qui sont là depuis 40 ans, je peux vous en citer. Des gens qui ont la mairie depuis 40 ans. Très bien, monsieur. Ouais, dans votre programme, vous voulez limiter déjà les mandats une dizaine d'années, je crois, ou une dizaine de... Maximum, et jamais plus de 2 mandats, c'est-à-dire député, maire, oui, mais pas autre chose. Voilà. On s'occupe de ce que l'on doit faire et on est élu pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on retourne dans la vie active. D'accord. Qu'est-ce qui fait un PDG d'une boîte? Il est patron. Quand il est plus bon, son conseil d'administration le change. Et après, il retourne dans la vie active de tout le monde. Alors, vous dites qu'il y a des choses qui sont faites à droite, des belles choses à gauche, et vous voulez être les porte-parole. Alors, votre réponse juste après une coupure. Alors tout de suite, je reviens avec mon invité sur le plateau, Monsieur Jean-Jacques Ménilot. Rebonjour. Rebonjour, cher monsieur. Voilà, j'ai compris qu'il y a une auditrice ou un auditeur qui souhaite poser une question. Allô? Oui, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur l'élu. Oui, il n'est pas encore élu, mais... Pas encore, madame, on va travailler. Il a été aux côtés de monsieur Raymond Barre. Voilà, Jean-Jacques Ménilot. Voilà, donc... Voilà, il préside le parti politique La France passionnément, voilà. Le nouveau parti politique... Voilà, c'est un nouveau parti politique. Oui, c'est un nouveau parti politique. Comment rappeler Alors, c'est La France passionnément. La France passionnément. Voilà. Oui, donc, alors je trouve que ce nom de parti est très à propos par rapport à la question qui me turlupine. Surtout que je viens d'apprendre que monsieur est un chef d'entreprise qui a fondé, qui a travaillé avec l'homme, la matière, donc il sait. Il sait qu'une entreprise, c'est aussi des rentrées et des sorties, des recettes et des dépenses. Et en faisant ce parallèle donc avec la France, j'aimerais savoir ce qu'il pense, lui, qui a l'air d'être de la loi ancienne. Oui, votre question, s'il vous plaît. Que pense-t-il de la loi sur les banques, appelée aussi, je ne sais pas si c'est Pompidou ou Giscard d'Estaing, mais appelée aussi loi Rothschild. Je ne sais plus si c'est de 79 ou 77, 78, 72. En fait, voilà, c'est dans ces années-là. 72, madame. Voilà, 72, voilà, c'est super, 72. Là où j'apprends que, effectivement, moi je suis née après 72, largement après, et j'ai appris par Wikipédia que cette loi, entre autres, me dit que la France, au lieu de faire ses propres billets, c'est-à-dire comme on faisait avant, maintenant on lui impose de
depuis, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes à quasiment 100% du PIB de notre dette, qu'on est obligé d'emprunter sur les marchés financiers à des taux d'intérêt exorbitants. Ouais. Alors moi, je voulais savoir si monsieur, le chef d'entreprise aujourd'hui qui se présente, s'il trouve qu'il y a une cohérence, enfin, je sais pas, moi j'ai besoin d'argent, je sais pas si j'étais un minimum normal. Ah, je vois le parallèle, j'ai compris. Pourquoi j'irais emprunter à 20, 30, 40% d'un taux d'intérêt sur les marchés financiers quand je peux être autonome et indépendante à 0% et puis faire tourner ma petite maison, ma petite entreprise. Elle a mis le doigt sur... Oui. Mais il va vous répondre. Moi, j'aimerais savoir si... Il y a moyen d'abroger cette loi qui nous tient, qui nous entrave pieds et poings liés. Parce que vous en parlez dans votre programme. Voilà la vérité. Eh bien, merci beaucoup, madame, parce que la France, monsieur, je l'aime passionnément. Je ne suis ni judéo-chrétienne, je ne suis pas de race blanche, et je l'aime passionnément. Mes aïeux ont versé leur sang sous les drapeaux de la France. Alors, monsieur Jean-Jacques Ménilot va vous répondre. De Gaulle. Et parce que ce qu'elle a dit en salissant le général de Gaulle, il l'a peut-être dit, il l'a sûrement dit. Ouais. Mais là aussi, il a fait des grandes choses. Et moi, je préfère suivre ce général de Gaulle et essayer d'oublier un peu les petites erreurs d'un ancien. Allez, on va vous répondre, mais juste après, vous répondre, madame. Mais juste après la pause, parce qu'il va y avoir l'Adhan. Juste après ça, et on vous répondra. Allez, parce que c'est l'appel à la prière. Alors, on peut. Eh bien voilà, donc c'est 4 minutes, donc monsieur Ménilot va répondre. Justement, moi j'ai parcouru votre programme. Cette dame nous met tout de suite dans le dur, là. Hein. Rappelez-nous cette loi de 72 d'abord. Écoutez, il est arrivé un moment où tous les pays, les uns derrière les autres, on va faire très très simple, parce que c'est quand même très compliqué. Tous les pays ont décidé de ne plus faire fonctionner, on va être très la planche à billets vulgaire, voilà, de ne pas faire fonctionner la planche à billets et de se financer sur les marchés financiers. Donc emprunter de l'argent. Emprunter de l'argent aux banques privées. Ça c'est une loi. Est-ce que vous savez que la Fed, oui, c'est la fédérale banque américaine des États-Unis, c'est une banque privée. C'est un scandale. La Fed est un scandale. Voilà, oui, monsieur, la Fed est une banque privée. Bon, alors, je pensais pas parler de ça aujourd'hui à votre mais c'est bien. Mais très franchement, je suis intarissable. Oui, parce que vous aussi, vous parlez de la banque, vous parlez des dépôts. Évidemment, de 500 €, il faut une traçabilité. Voilà. On est obligé d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, la dette, tout le monde nous parle de la dette, c'est le drame national, c'est le drame international. Les Américains ne paieront jamais leurs dettes. Les Japonais c'est le pays le plus endetté au monde. C'est le pays le plus endetté. Évidemment. Je sais pas, vous la chiffrez à combien la dette américaine? Là, on est à 200 là, en France, je crois. Non, on est à 2000 milliards. 2000 milliards. Oui, bon, ils vont pas rembourser. On est à 12 ou 15 milliards. C'est pas leur argent, Bon, mais à ce niveau-là, on n'en parle même plus. Personne ne remboursera la dette. Écoutez bien ce que je dis. On la remboursera pas. Parce que le système qui a été mis en place, qui avait peut-être une certaine logique à un moment donné, n'a plus la même logique aujourd'hui. Je veux dire, les mesures qui ont été prises en 1945 pour redresser la France, aujourd'hui, ça fait rigoler tout le monde. On ne peut plus utiliser les mêmes méthodes. Le plan Marshall. Changeons le système. Mais il faut que nous ayons des politiques forts. On revient au début de notre discussion. Pour imposer des modifications, l'Europe intégralement est dans le même système. Alors la question de cette dame, est-ce que vous allez abroger cette... vous ne pouvez pas. Alors attendez, écoutez, personne ne va abroger ça. On va l'aménager, parce qu'il y en a un qui a essayé de l'abroger. Alors là, je vais me faire fusiller, c'est le cas de le dire. C'est le président Kennedy. Il a signé en février 63 un arrêté en disant que le Trésor américain n'emprunterait plus aux banques privées. On revient sur cette mesure. Il est mort, le monsieur. Oui, il est mort. On reviendra sur cette mesure. Dans notre émission, si vous nous rejoignez, bienvenue. Vous êtes sur Radio Gazelle en direct. Soyez les bienvenus. Et donc, retour avec mon invité, Jean-Jacques Ménilot, président de la France passionnément.
Donc la question de cette dame, c'était est-ce qu'il fallait abroger ou pas cette mesure, hein, donc par rapport à cette banque. Vous dites peut-être réaménagement, mais on ne peut pas aujourd'hui, vu l'état des choses, un pays où tous les pays empruntent et tous les pays sont endettés. Ouais. Voilà. Tous les pays sont dans le même système. Qu'ils ont créé eux-mêmes il y a 40 ans et donc tout le monde pâtit aujourd'hui. Donc fatalement, il va y avoir une modification du système. Fatalement. Alors, vous dites la France n'est pas un État du passé, ni une république bananière, elle n'a que des politiques qui n'ont pas le bon niveau pour lui faire un nouveau pas. Et c'est pour cela que nous avons créé la France passionnément. C'est ça. Oui. Oui. On en revient à la partie de au début de notre discussion sur le leadership. D'accord. Quand vous avez un patron charismatique, vous savez, qu'est-ce que c'est que le boulot d'un patron? Manager. Non, faire des choses extraordinaires à des gens ordinaires. D'accord. C'est ça le boulot d'un patron. Oui, c'est le savoir-faire. Ben voilà, c'est plein de doigté, etc. Regardez aujourd'hui chez Air France, il y a un marasme affreux. Mais le patron d'Air France, il a le charisme d'un poteau télégraphique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment voulez-vous qu'il emmène ses troupes à la bataille? Alors, vous êtes ni de droite, ni de gauche, vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais vous voulez être les porte-parole des Français qui n'ont assez des errements des hommes politiques et des femmes politiques qu'ils ont élus. Oui. Alors, si vous n'êtes ni de gauche ni de droite, vous êtes du centre. Ou on peut dire ça. Ou le dire autrement peut-être. Je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, c'est important. Je suis français. Oui. Je suis français. Ça vous empêche pas d'être de gauche ou de droite ou du centre? Mais ce qui m'intéresse, c'est la France. C'est de sauver la France. Il y a plein de choses en France qui sont productives, qui sont fabuleuses, que nous avons créées, que nous développons et qu'on ne sait pas valoriser. C'est quand même terrible. Bon, droite, gauche, s'il y a de bonnes idées à droite, je les prends, de bonnes idées à gauche, je les prends. Être du centre, comme certaines personnes sont du centre aujourd'hui, c'est être immobile. Moi, je veux pas être immobile. Voilà. Et tous les gens qui sont avec moi, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a des avocats, il y a des professions libérales, il y a des personnes simples, il y a des agriculteurs qui sont avec nous et qui disent finalement, tu as raison, il faut qu'on sorte du marasme dans lequel on est, mais c'est pas pour autant qu'il faut que nous changions complètement notre mode de fonctionnement en France. Oui, mais est-ce qu'il faut des réformes ou est-ce qu'il faut juste une nouvelle dynamique? Parce que vous parlez redynamiser l'économie. Il y a les deux. Oui. Il y a les deux. Oui. Il faut une nouvelle dynamique et qui va imposer des réformes. Bon, il faut taper un grand coup. Alors, c'est quoi les grandes réformes que vous... Par exemple, première grande réforme, si vous voulez. Oui. Mais il faut augmenter tous les salaires du privé de 10%. Voilà, ça c'est une belle réforme. Écoutez, c'est pas une belle réforme, c'est obligatoire. C'est pour redonner du pouvoir d'achat. C'est obligatoire, c'est pour redonner du pouvoir d'achat aux gens. On peut le faire. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais je peux répondre à toutes les questions sur les détails techniques. C'est possible de faire ça. Il y a aujourd'hui, entre l'État, les régions, les départements, les municipalités, 115 milliards qui sont distribués d'aides plus ou moins directes ou indirectes aux entreprises. Une entreprise, elle n'a pas besoin de subventions, elle a besoin d'un marché, et d'un marché stable et pérenne. Mais les entreprises, c'est le patronat. Par alors, justement la voix de leur patronat, ils disent qu'on ne peut pas embaucher, on ne peut pas créer de la croissance, on ne peut pas créer de la richesse parce que les charges sociales sont énormes. Alors, qu'est-ce que vous répondez au patron? Là, il y a deux choses, monsieur, dans votre question. Oui. Première question, un marché. Il faut que les gens aient de l'argent pour pouvoir acheter. Oui. Bon. Deuxième partie de la question, l'emploi. Aujourd'hui, je parle d'un employé simple, qui n'a pas de très grande formation. Ok ? Il va être embauché au SMIC. Le SMIC, quand il travaille dans une entreprise, ça lui rapporte moins d'argent que quand il est au chômage. Faut arrêter. Donc je dis, augmentons de 10% les salaires des gens qui sont embauchés dans les entreprises. Les salaires ou certains salaires? Les salaires. Tous les salaires? Les salaires. D'accord. Faisons quelque chose d'uniforme. Ok, d'accord. Après, on rentrera dans les détails techniques. Mais si vous augmentez, vous faites redémarrer la machine. Est-ce que nous pouvons faire redémarrer la machine autrement? À l'export, nous sommes devenus nuls.
le déficit de la France, je vous le Ménilon, rappelle. moi je vais juste revenir sur cette question d'augmenter les salaires, ça veut dire que vous allez donner du pouvoir d'achat aux salariés, et forcément il va y avoir de la communication, donc de la croissance, de la richesse. Mais évidemment. C'est ça. Mais on remet en route l'économie. Mais attention, ces 10%, moi je ne les donne pas, je ne propose pas de les donner dans le chèque de fin de mois. C'est pas de l'argent liquide. C'est un ticket consommation. Il y a le ticket restaurant, tout le monde le connaît. C'est le ticket consommation qui serait financé d'une façon très précise. Par les entreprises ? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. C'est justement, ça permet d'apporter 10% de marché en plus aux entreprises. Ce ticket, vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les magasins de proximité. Pour moi, la grande distribution, elle est hors jeu. Vous allez dans votre magasin local, vous avez sur le marché de votre commune. C'est un petit peu la formule du ticket resto, les gens achètent leur sandwich. Monsieur, c'est très exactement la formule du ticket resto, et c'est le ticket consommation. Vous allez pouvoir acheter dans les boutiques, etc. etc. C'est 10% TTC de chiffre d'affaires en plus pour les entreprises. C'est pas une belle subvention, ça. C'est la plus belle subvention. Mais on peut donner du pouvoir d'achat par rapport à ces tickets, on peut donner du pouvoir d'achat en baissant les impôts également. Attendez, ne mélangeons pas. Oui, mais il y a plusieurs façons Nous allons pouvoir baisser les impôts, mais une fois qu'il y aura plus d'argent qui rentrera. Quand vous avez aujourd'hui... qu'est-ce qu'ils ont fait les socialistes? Ils ont augmenté les impôts. Au début. Il manquait... Non, mais... au début. Maintenant, ils s'engagent à diminuer. Allez, oui, mais ça, c'est des paroles, ça, monsieur. On verra. Regardez sur 2014, allez sur mon site. Sur 2014. C'est quoi votre site? lafrancepassionnément.fr. Ça peut tous tenir ou avoir des tirés du 6 entre chaque mot. D'accord. Vous avez... le gouvernement a augmenté de 28% les charges des PME l'année dernière. C'est ridicule. Mais il a accordé un chèque. Mais non, non, pas du tout. Non. Il a besoin d'argent pour financer parce qu'il n'ose pas dire ça, c'est fini, j'en veux plus. Ça, je coupe, je le fais pas. Que fait un chef d'entreprise? Le pacte de compétitivité, c'est quoi? Mais ça, c'est uniquement le pacte de compétitivité, monsieur. C'est fabuleux. C'est quelque chose pour permettre de soustraire des statistiques des chômeurs. Donc on fait baisser les chômeurs parce qu'on les envoie dans le pacte de compétitivité, etc. Et ça a baissé, ça a baissé. C'est une bonne chose, non? Mais c'est une bonne chose. Mais oui, vous vous inquiétez de la France passionnément, c'est une bonne chose. C'est une rustine. Encore une fois, c'est un petit truc. Il faut tailler dans le vif. Bon, il faut oser le faire. Les politiques que nous avons en face de nous, ils n'osent pas le faire. Parce que... Pourquoi? Mais parce que ce sont leurs électeurs qui sont en face. C'est des professionnels de la politique. S'ils ne sont pas élus, on leur enlève leur boulot. Et puis vous avez aussi une vue, et ça sera ma dernière question, parce que l'émission arrive à sa fin, c'est cette vision européenne. Vous parlez de l'Europe fédérale. Oui, monsieur. Bien sûr. C'est une ancienne idée qui a pas aussi. C'est une bonne idée. Mais l'Europe que nous avons aujourd'hui, c'est l'Europe de pas grand-chose. Bon, on est dedans, on n'est pas dedans, c'est encore la même valse que tout à l'heure. Un pas en avant, un pas en arrière. On est dans l'Europe. Vous avez des gens à l'extrême droite qui disent il faut quitter l'Europe. Tous les mots, c'est l'Europe. Ça, c'est une absurdité. C'est une absurdité. De vouloir quitter l'Europe. Ça, c'est une absurdité gigantesque. Ça tient pas la route en analyse de fonctionnement, de revenus, de ressources. Un mot de conclusion, puisqu'on arrive à la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs, à tous ceux qui vous ont écouté? On rappelle que vous avez un site, La France passionnément. Allez sur notre site. Faites-nous la grâce et l'honneur de vous inscrire. Et nous allons réussir cette bataille tous ensemble. Merci Jean-Jacques Ménilon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quand vous voulez, parce qu'aujourd'hui
la politique, elle se développe aussi. Une autre manière, c'est peut-être une nouvelle vision. Beaucoup de choses à vous dire. Exactement. Le temps a passé très vite, mais vous avez un superbe programme, très riche en propositions. Et donc c'est pour ça que moi j'invite les auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur ce site-là. Mais en tout cas, vous aurez l'occasion d'y revenir et nous expliquer un peu plus en détail votre projet. Très volontiers. Je crois savoir que vous êtes engagé un peu parce que vous parlez d'écologie également qu'on n'a pas abordé. Vous parlez de laïcité qu'on n'a pas abordé. Oui. Et je pense qu'on va aborder tous ces thèmes-là à la prochaine émission. À votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux éditeurs, merci à la régie, merci à la technique, merci à votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour un autre thème, un autre sujet et d'autres invités.